Bonjour les mondes, bonjour à Tortou et à Tortoute. Bienvenue au comptoir de Comme toujours, comme Torjou, une émission consacrée au patrimoine vivant, le patrimoine immatériel, les savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a les yeux tournés vers l'Atlantique, le vent des globes, mais on va s'intéresser au monde de la mer, mais on va délaisser un tant soit peu les skippers et leurs Ferrari des mers, dont, entre parenthèses, le moindre boulon coûte aussi cher qu'un joyau de la couronne, pour nous intéresser à l'histoire de la navigation au long cours jusqu'à la Première Guerre mondiale, un bond dans le temps. Et pour cela, on reçoit un spécialiste, historien, docteur en histoire, avec une thèse sur l'île-dieu sous Louis XIV, île dont il est originaire. Jean-François Henry est issu d'une lignée de capitaines au long cours. C'est notre invité. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Ta-ta-ta, moi la mer, elle m'a pris, je me souviens, un mardi. J'ai troqué mes Santiago et mon Ta-ta-ta, quand eux prennent la mer, c'est pour longtemps. Eux, ce sont les marins au long cours. Ta-ta-ta, un pilier de barre, de gouvernail. Les marins au long cours sont des fous du voguant, tourneurs autour du monde, navigateurs salutaires. Les pieds sur mer, une araignée de mer dans le plafond, une voile au poumon, des balises sous les yeux, des phares aux paupières, des nœuds dans les cheveux. Ils sont barrés comme leur bateau. Le voyage n'appartient pas au seul voyageur. Quand un marin prend la mer, c'est toute sa communauté qui est du voyage. Même en restant sur le plancher des vaches, le vague à l'âme, c'est le ressac, ça ressasse et ça s'inquiète. Car marin au long cours, c'est une vocation, un sacerdoce. Normal, la mer souvent leur a mis le grappin dessus quand ils étaient tout petits. Nés au champ de la coque sous le signe du zodiaque, ascendant tropique du Cancer, les marins au long cours ont été la voie lactée avalée des biberons d'eau de mer. Enfants, ils ont souvent passé leur journée bouche bouée, assis sur le sable émouvant. Ils matent l'océan et l'eau salée. Oh, l'eau salée, ils l'ont dans les veines. Depuis qu'ils sont tout petits, l'eau les ronge de l'intérieur. Elle s'infiltre sous leur peau, par tous les pores. Et oui, les marins au long cours souffrent d'une drôle de maladie, l'osmose. Bêtes de sextant, ils n'hésitent pas à fumer de l'algue, à se shooter à l'iode. La mer, elle les attend, étendue, toute côte offerte. Elle les attire en race compagne et elle leur dévoile ses formes arrondies. Elle les prend dans ses bras de mer, elle les ballotte, elle les bouscule, parfois les tentacule. Une histoire d'amure et d'eau salée. Les marins au long cours sont les rois de l'océan. Star du showbreeze, Johnny Hallyday des océans, baroudeur, aventurier, une fièvre de chenal, il remue ciel et mer, casse la bourrasque et décroche l'algue de triomphe pour leur temps record en mer. Allez, comment est-on devenu marin au long cours? Comment on devient aussi aujourd'hui marin au long cours? Quelle est leur histoire? Qu'est-ce que le long cours? Quel navire? Quels équipages jusqu'à la Première Guerre mondiale? Autant de questions que nous allons poser à notre invité Jean-François Henry. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bravo pour cette évocation poétique. Merci beaucoup et soyez le bienvenu à bord de notre paquebot, la Comme toujours. Avec, je vous les présente, comment je pourrais les qualifier? Deux jeunes mousses. Oui, deux jeunes mousses. Enfin, plutôt mousse au chocolat pour certains. Ça c'est bien, oui, ça c'est bien. Nos deux Jean-Pierre Vu mon Bertrand. grand temps, je me présenterai plutôt comme un Bosco. Ah, c'est vrai? Oui. Jean-Pierre Bertrand d'Arexpo et Jean-Pierre Pouvreau du Fenouillet. Nos deux Jean-Pierre qui vont nous faire voyager aussi au long cours. Oui, oui. En fait, vous êtes des chroniqueurs au long cours. Hein, Mais au long cours, mais c'est un cours long tout ça. Oui, tout à fait. Et alors, une recette au long cours qui demande à ce qu'on mijote? C'est une recette basique qui est faite avec des restes et elle est intéressante à l'époque, c'était fait pour passer les restes. D'accord. Et comme ma grand-mère habitait à côté de la boulangère du Fenouillet, ouais. Elle récupérait des restes de brioche sur rassis pour en faire cette recette de gâteau de foie de volaille à la vendéenne. D'accord. Jean-Pierre Bertrand, du côté des archives. Oui, ben on va avoir une archive qui est tout simplement la remise en vie d'une archive. Ouais. Puisque j'expliquerai à ce moment-là. Et puis la deuxième séquence, j'ai proposé que Jean-François commente les images qui sont familiales et qui, en gros, c'est l'histoire au long cours de la famille d'armateurs qu'ont été ses grands-parents. Et donc, on commencera avec le portrait d'une dame qui compte dans l'histoire de Jean-François. D'abord, c'est sa grand-mère, mais aussi une femme extraordinaire puisqu'elle a navigué. D'accord. Ah, super. Donc, Très bien.
Séquence émotion à venir. Jean-François, quand on parle de navigation au long cours, c'est quoi exactement? Parce que pour moi, c'est un terme qui reste assez vague. Je me dis c'est long, mais c'est quoi exactement? Alors, Et ça concerne qui? si on évoque une époque, c'est-à-dire fin 19e, début 20e, Ouais. il y a essentiellement donc la pêche, La pêche. donc la pêche de côtière ou la pêche hauturière. Il y a ensuite le commerce, marine marchande, donc essentiellement le cabotage le long des côtes. Alors attention, il y a aussi le grand cabotage, c'est-à-dire qui va pour nous de la Scandinavie au Moyen-Orient. Ça, c'est le grand cabotage. Ça, c'est le grand. Et puis, il y a le long cours. Donc le long cours, en gros, c'est relier les continents entre eux. Donc on a ce long cours qui se développe à partir du 17e, 18e et qui prend son plein essor pour la voile au 19e. Au 19e. Voilà. Et puis, bien sûr, il y a la marine nationale à côté. La plaisance n'existe pas encore, pratiquement. Pratiquement. Elle arrive à quelle période? La plaisance va surtout se développer dans l'entre-deux-guerres. Mais là, on est au tout début de la plaisance. D'accord. Le voyage au long cours, c'est navigation au long cours, c'est donc la voile essentiellement? C'est la voile, mais on est fin 19e et paradoxalement, c'est au moment où va se développer la propulsion à la vapeur, alors avec les roues à aubes puis l'hélice, que va se développer donc cette navigation au long cours à voile, ce qui est assez étonnant. Mais pourquoi? Parce qu'il faut rejoindre, comme l'expansion coloniale se fait sur tous les continents, notamment en Australie, etc., il faut les rejoindre. Or, avec les vapeurs, il faut sans arrêt faire des escales pour qu'ils charbonnent. Donc c'est plus long finalement. C'est très long, c'est compliqué, et il faut pouvoir aussi installer des lieux de réparation pour ces bateaux. Donc à ce moment-là, la voile devient très rentable. Ah oui, alors qu'on pensait qu'elle pouvait disparaître. Voilà. Et c'est là que Nantes, par exemple, va se développer avec beaucoup de compagnies d'armement, les voiliers nantais, la Celtique maritime, etc. La fameuse compagnie Borde de Dunkerque vont créer d'énormes bateaux qui sont des bateaux non pas en bois mais en acier. En acier, d'accord. Et le survivant de cela, eh bien, c'est notre superbe Belém, qui est un tout petit 3-mâts. Ah bon? Tout petit 3-mâts, parce que le Belém ne passait pas le Cap Horn. Le Belém faisait essentiellement Saint-Nazaire, les Antilles, traverser l'Atlantique. Mais il ne contournait pas les grands caps, c'est-à-dire Cap Horn, Bonne-Espérance et Tasmanie. Quel équipage sur ces bateaux? Alors l'équipage, sur les 3-mâts, à peu près 20-25 hommes. Et quand on monte à des 4-mâts, on a une trentaine d'hommes à peu près. D'accord. Très hiérarchisé? Hiérarchisé, alors avec un capitaine, un second, un lieutenant et un bosco, voilà, qui est le responsable des équipages, qui sont très jeunes. On a une photographie dans un ouvrage tout à fait étonnante où les 4 n'ont pas 100 ans. Donc, à 4, ils n'ont pas 100 ans. Ils n'ont pas 100 ans. Et on commande à peu près vers dès l'âge de 25 ans. Mais quand on commande à 25 ans, on a presque 10 ans de mer derrière. Puisque un mousse commence en général, il embarque vers 10 ans. Alors pas forcément long cours, mais il y a des mousses au long cours. Et souvent, ils sont de la famille ou ils sont confiés notamment au capitaine. D'accord. Et on embarque pour combien de temps? Ça va dépendre des vents. Donc, c'est des voyages au long cours, et le mot long est à mettre en évidence. Alors, j'ai quelques exemples d'un voyage, par exemple, qui part de Dublin pour aller en Australie. Et là, ils mettent 5 mois de mer, sans escale, naturellement. Et là, ils contournent le cap de Bonne-Espérance. Ce même voyage, après, ils s'en vont de l'Australie jusqu'à San Francisco, donc ils traversent le Pacifique. Donc, à peu près 4 mois à l'aller. Au retour, ils ont des vents plus portants et ils diminuent de moitié. Vous voyez, ce sont des très longs voyages. Très longs voyages, bien naturellement, sans escale. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'à bord, et là, je fais allusion à la cuisine. C'est un vrai problème parce qu'il faut avoir une cambuse bien fournie. Avec des denrées qui ne soient pas trop périssables non plus. Voilà, mais on embarque à bord des animaux vivants. Qu'on va élever? Qu'on va élever pour pouvoir avoir notamment de la viande fraîche. On a de la volaille, on a quelquefois des porcs, on a tout ça. Pas de lapin? Comment? Pas de lapin? Surtout pas de lapin, naturellement. Mais une des difficultés, c'est d'avoir des cuisiniers à la hauteur. Et très très souvent, les cuisiniers, en fait, c'est des matelots qui, à tour de rôle, deviennent cuisiniers en fonction faut savoir tout faire. À peu près, oui.
Comment, parce que là, avec le Vendée Globe, on parle beaucoup de la gestion du sommeil chez les skippers, ils sont seuls à bord. Oui. Mais c'est pas rien non plus, cette gestion-là. Gestion aussi des relations humaines, faut s'entendre. Oui. Alors, vous disiez, c'est très hiérarchisé, mais comment ça se passait? On avait des veilles, on a des pauses, des congés sur un Alors, ils ont cours. des tours de garde, enfin, ce qu'on appelle des quarts. Hein. Donc, les quarts, c'est donc la veille. Donc, il y a le capitaine, il y a le lieutenant, enfin, son second et autres, donc ils se relaient. Et puis, il y a des matelots qui sont amenés à diriger le bateau. Alors, il y a naturellement le barreur, hein, donc qui, par mauvais temps, est attaché à la barre. Ah oui. Pour pas qu'il soit emmené par des paquets de mer. Ah, c'est dire. Et puis, l'équipage est divisé en deux. Il y a les bâbordais et les tribordais qui, à tour de rôle, vont faire le maniement des voiles, D'accord. hein, qui se font dans des conditions considérables parce qu'il faut grimper en haut de la mâture, il faut serrer la voile. Là, il n'est pas question d'avoir des harnais de sécurité, etc. Hein. Donc, la hantise, c'est de tomber. Quoi qu'il arrive, la chute est quasiment mortelle parce que soit ils tombent à la mer et on ne peut pas les récupérer, parce que le temps que le bateau se mette en panne, c'est-à-dire un bateau pareil s'arrête, revienne sur le vent, soit ils tombent sur le pont et ils sont tués aussitôt. Donc tomber, c'est vraiment l'accident le pire qui soit. Et il y a des récits autour des Bien sûr, ouais. bien sûr. Il y a toujours des... Parce que quand ils vont pour le maniement des voiles, c'est toujours dans des périodes, enfin c'est très souvent dans des périodes difficiles. Agité. Donc il faut réduire la voilure et quelquefois elle se déchire, etc. Donc les conditions d'accès sont considérables. D'accès et puis de donner des ordres, il faut s'entendre. Il faut s'entendre. Bon, ils sont très habitués, hein, Oui. c'est pas rien, mais quand même. Ouais. Est-ce qu'on, parce que au long cours, c'est aussi une ambiance. Est-ce qu'on chante? Est-ce qu'on fait des veillées? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe la vie de tous les jours? Alors, la vie de tous les jours, d'abord, elle est très réglementée, hein, parce que là, il n'y a pas de... Si vous voulez, la hantise du capitaine, c'est deux choses. C'est d'une part la maladie et la révolte. Hein, parce que c'est évident que s'il y avait à bord une mutinerie, c'est l'équipage, tout le monde y passe, parce que personne n'a la capacité de manier un tel bateau. Tout le monde est indispensable. Indispensable. Donc là, il y a quelque chose de... Et puis, la maladie, puisqu'il n'y a pas naturellement de médecin à bord, hein, c'est ce qu'on appelle le médecin de papier, c'est-à-dire on a un livre sur lequel on explique au capitaine ce qu'il faut faire en cas de nécessité, mais ça peut être simplement une écorchure qui va s'envenimer. Or, Dieu sait si ils sont amenés, bien sûr, à manier des tas de choses, etc. Donc la moindre chose, et on n'a pas à ce moment-là les supports qu'on a aujourd'hui qui sont basiques, mais c'est vraiment leur hantise. C'est-à-dire, il faut que la discipline soit très stricte pour éviter cela. J'imagine que c'est... Et effectivement, ils transportent quoi, ces navires Alors, tout ce qui va être lourd, c'est-à-dire le charbon. Ok. Ils vont transporter des céréales, tous les engrais, les phosphates, les nitrates. Et ils vont transporter aussi le bois. Hein, donc ce sont vraiment des denrées qui ne nécessitent pas une urgence absolue, même si l'exigence, c'est de torcher. C'est le terme qu'ils emploient, un bateau torcheur, c'est-à-dire qu'il va vite. Qui trace. C'est-à-dire qu'il faut absolument... les compagnies tiennent à ce qu'ils tiennent les délais le plus vite possible. Or, on sait que ils sont très sujets au vent, etc. Oui, à la météo. Et il faut le préciser, puisqu'on est dans l'époque du Vendée Globe, ils n'ont aucune assistance météo. Il n'y a pas une armada aucune assistance. Ils sont vraiment livrés à eux-mêmes. Livrés à eux-mêmes, ouais, sûr. Comment vous est venue cette passion pour la navigation au long cours, aussi le fait de faire un bond dans le temps, cette soif de connaître l'âge d'or de la voile, la navigation au long cours? Alors, je n'ai jamais navigué véritablement, mais à la maison, l'ambiance a toujours été autour de cette époque-là, puisque mon grand-père, sur 3 générations, était capitaine de long cours. Donc on a toujours vécu dans cette ambiance-là. Et mon père aurait aimé poursuivre cette lignée, mais il a eu ce handicap terrible, c'est qu'il était myope. Or à l'époque, être myope arrêtait immédiatement tout projet maritime. Ça interdisait. Voilà. Donc mon grand-père a été capitaine de long cours et il a eu cette particularité de demander à ce que son épouse l'accompagne sur 2 voyages. Donc ma ce qui était possible.
ce qui était possible, les femmes d'officiers pouvaient naviguer donc, comme passagères. D'accord. Donc, et comme j'ai très bien connu ma grand-mère, puisque en vacances, on allait toujours chez elle à Lilieu, donc c'était l'occasion qu'elle nous parle de toute cette époque, avec ce regard de femme qui est très différent d'un regard de marin. Oui, sans doute. Quand je dis que le voyage n'appartient pas qu'au seul navigateur, c'est aussi toute la famille qui est concernée. Oui, elle porte un regard très différent sur ce qui se passait, parce que la navigation en elle-même ne l'a jamais concernée. Alors, elle avait cet avantage énorme, c'est qu'elle n'avait pas le mal de mer. D'accord. Et quand on part pour une traversée de 5 mois, il ne faut pas demander le week-end de faire une pause. Ce que je proposerais, moi, c'est que justement, on profite de ces instants pour avoir le portrait de cette grand-mère en question. Avec plaisir. Et Jean-François nous a communiqué une série de clichés de la famille, et puis de les passer, voilà. Peut-être donc, que les... alors voilà ma grand-mère, ma grand-mère Alice, donc, qui est fille de maître au cabotage. Donc son père donc, était commandant de bateaux qui faisaient le long cours. Et les deux assiettes que vous voyez là, ce sont des photographies qui ont été placées dans des assiettes, et ça a été fait à San Francisco. Ah oui. Donc c'est des façons de présenter les portraits de famille. Donc mon grand-père sur la gauche et ma grand-mère, vous voyez. Et vous les avez toujours? Bien sûr. Alors ça, ce sont des choses plus particulières. Ce sont des assiettes de service, vous voyez, des bateaux qu'il a commandés. Donc le Cambronne. Et puis il était second sur le Général Mélinette. Et vous voyez, VN, ça veut dire voilier nantais. Donc les bateaux avaient leur service. Et donc quand ils recevaient, ils avaient possibilité. Donc là, c'est un très belle peinture de Chapelet. C'est la Jeanne d'Arc qu'il a commandée. Ma grand-mère a navigué sur ce bateau-là. Et c'est l'ancien Bélène, pas Bélème. Bélène. D'accord. Donc ça, c'est un équipage à Portland. Donc c'est un équipage, vous voyez, les hommes... On voit une bouteille. La boisson, c'est important. Regardez les regards. Et VN, vous voyez, voilier nantais sur une casquette. Voilà, et tout en haut, on voit mon grand-père. Alors, le petit mousse, 10 ans. Ça, c'est avant le départ. On photographie? Non, c'était une escale. Une escale. D'accord. Voilà. C'est très photographié, la navigation? Oui. D'accord. Alors, mon grand-père s'était acheté un appareil photo à San Francisco. Et un appareil photo, s'il vous plaît, avec pellicule et non pas plaque. Ce qui était pour l'époque tout à fait remarquable. Donc le voilà à bord en train de faire le point avec son sextant. Donc là, il est en tenue ordinaire, vous voyez, une casquette ordinaire. Voilà, ça c'est un petit gars. Alors c'est pas de la famille, c'était pris à San Francisco, ça c'est sur le Brenne. D'accord. Je ne sais pas qui c'est. Dès le plus jeune âge, on apprend. Voilà. Alors ça, bien sûr, c'est... Ce dont vous parliez? Les classiques, c'est les albatros qu'il tuait dans les mers du Sud. Pour les manger? Pour les manger, pas tellement. Pas tellement. Non, surtout c'est... On a honte de dire ça maintenant, mais c'est une sorte de distraction pour eux. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est mon grand-père à droite et avec un de ses matelots. Et voilà les matelots, vous voyez, qui sont là, à la barre. On pose. Voilà. C'est magnifique. Oui, c'est très émouvant de voir ça, parce que quelle navigation, et il ne faut pas oublier donc les matelots. Nous, on a la chance dans les familles de capitaines d'avoir un certain nombre de souvenirs. Les matelots, on avait très peu. Donc, ne jamais les oublier. Jamais les oublier. Ça vous a titillé alors, vous faites un voyage dans le temps, vous allez me dire, mais de prendre la mer, non? C'est quelque chose qui... Oui et non, mais si vous voulez, on ne peut pas tout faire. C'est vrai que, un bateau, ça demande énormément de temps, de moyens. Moi, j'ai pris un peu la suite de mon père dans cet investissement, dans les papiers, dans les archives, et je ne me déplais pas du tout dans cet univers-là. C'est aussi un voyage. Voilà, tout à fait. Vous nous avez ramené des objets aussi. Alors, deux objets, là, vous avez un objet qui était fourni par les compagnies, donc c'est une petite bouée avec, vous voyez, les pavillons de la compagnie, voilier nantais. Et puis, ceci, c'est une... Et peut-être dire que le bateau qui est au centre est le bateau de mon grand-père, tout à fait. Voilà, donc qui était photographié. Alors ça, on le retrouve dans beaucoup de familles de long courrier. Et puis ça, c'est assez rare, c'est une huître qui vient d'une île qui s'appelle Pitcairn, qui est une île du Pacifique.
C'est une île anglaise qui, je crois, actuellement a encore 50 habitants. Et ces habitants ont la particularité d'être les descendants des révoltés du Bounty. D'accord. Ah oui. Et c'est pour ça que l'huître porte une inscription anglaise. Ouais. Hein, Found Wishes. Found Wishes. Hein, voilà. Et Pitcairn était une île que les long courriers aimaient s'y retourner pour pouvoir faire le point, car c'est une île très bien située dans le Pacifique. Donc à partir de là, ils réglaient leur compas pour pouvoir naviguer. Et ils faisaient du troc, donc en général, les habitants de Pitcairn échangeaient avec des fruits frais, sans doute, hein, ouais. et puis un certain nombre de choses que de la cambuse, on devait leur donner. Sacrée dimension. Ouais, voilà. Vous aviez une deuxième partie ? Oui, mais qu'on verra tout à l'heure. On verra tout à l'heure. Alors, je vais passer la parole à Jean-Pierre Pouvreau. On se fait une petite pause repas. On passe à table. Alors, rapidement... Mais rapidement, bien sûr, c'est une recette qui pouvait être consommée dans les 2-3 jours. Ça ne pourrait pas se conserver très longtemps. C'est fait avec des restes de brioche, voilà, quand elles commencent à rassir. Alors, là, il fallait 400 grammes de foie de volaille, de brioche vendéenne, bien sûr, hein, 30 centilitres de lait entier à peu près, 5 échalotes, des œufs bio, un coulis de tomate pour accompagner et des olives. Alors, en gros, on détrempait la brioche avec le lait. Voilà, on moulinait évidemment le foie dans un moulin à pâté. Et ensuite, on mélangeait évidemment le foie avec la brioche qui était également moulinée. On rajoutait des jaunes d'œufs. Alors, 4 jaunes d'œufs. On montait des échalotes grises hachées également à la main. Et puis, on rajoutait les blancs d'œufs montés en neige. Okay. Voilà, le tout battu, à cuire au four gentiment pendant 30 à 40 minutes au bain-marie, parce que l'aspect est quand même un peu fragile. Et c'est un vrai régal à déguster. Il y a le goût de la brioche qui se marie parfaitement bien avec les foies de volaille, et à déguster avec une bonne salade, et puis un coulis de tomate ou une petite sauce maison, voire une mayonnaise. Voilà, tout ça fait avec des restes, ça coûte pas cher. Alors c'est toujours d'actualité de cuisiner ce genre de recette. Et dans votre expérience de votre longue carrière de cuisinier, vous avez cuisiné à bord ? Jamais. Jamais, parce que d'abord, je suis malade en bateau. Ah, alors moi, dès que je vois plus la terre, oh là là, et je suis malade longtemps. Trop pommes de terre pour aimer. Ouais. Pour aimer l'état marin. Merci beaucoup Jean-Pierre. Pour revenir à notre histoire de la navigation au long cours, comment vous disiez parallèlement la vapeur arrive, mais finalement c'est pas la fin de la voile. Qu'est-ce qui signe la fin de la voile pour la navigation au long cours ? Alors ce qui va faire la fin de la voile, d'abord une remarque que me faisait mon père, parce que mon grand-père est mort en 1921 d'un accident de mer, et donc je ne l'ai pas connu, mais mon père me disait « Papa, on a assez de naviguer à la voile ». Donc les armateurs cherchaient des jeunes capitaines pour maintenir ces bateaux, parce que mon grand-père n'avait qu'une idée, c'est de commander à la vapeur. Si vous voulez, pour eux, gens de la voile, ils en avaient assez de ça, des contraintes, etc. Donc il avait cette espérance. Et puis, il va y avoir un événement capital, c'est le percement du canal de Panama. D'accord. C'est évident que quand on va pouvoir aller du Pacifique à l'Atlantique, ça permet d'éviter... Eh bien, le contournement par le Cap Horn devient inutile. Et donc, du même coup, ça va entraîner très rapidement la fin de cette navigation au long cours à la voile. Hein, voilà, c'est un peu le. Alors, il y avait déjà eu, avec le canal de Suez, déjà un progrès considérable, puisque les vapeurs pouvaient se permettre d'aller par l'Indonésie, prendre le canal et longer l'Inde, etc. Hein, donc, c'est vraiment deux dates essentielles pour pouvoir améliorer ces transports à l'autre bout du monde. Merci pour ce voyage. On arrive à la fin de notre émission, mais je vais laisser la parole à Jean-Pierre Bertrand, sa deuxième chronique. Jean-Pierre. Alors. Je sens que ça sent... Pour éditer cette collection, il y a un troisième qui sort là actuellement. Troisième tome, donc des chansons. Troisième tome. Je me suis forcément tourné vers plein de spécialistes, dont Jean-François. Et Jean-François m'a offert les archives musicales de son père, de son grand-père. Et parmi ces archives musicales, il y a une chanson dont il y a le premier couplet et le refrain « et ».
la musique. Manque le reste. Je fais circuler ce qu'on avait auprès des autres de mes relations, et de Guyane, Césaire m'envoie un petit mot en disant « mais ma mère, dans ma famille, on chantait cette chanson ». Et il me fournit le complément de la chanson. Et ce qu'on va entendre maintenant, c'est une reprise de la musique provenant donc de son grand-père, et puis les premiers couplets et le reste vient de Guyane, de ton père. Voilà, et les chansons, non pas des chansons de travail, ça c'est chanté par les notables, les capitaines, vous savez, parce que les capitaines, et là je voudrais juste dire une parenthèse, par exemple, mon grand-père ne descendait jamais pour négocier avec les armateurs avec une casquette, il avait complet, gilet, chapeau melon. Ça aurait été incongru que de descendre avec une casquette de bord. Hein. Voilà, donc c'est l'équipe Touline de Saint-Jean-de-Mont qui va reprendre cette chanson. Et je propose qu'on termine avec cette chanson. Et c'est l'occasion de vous remercier. Merci d'être venu à bord de ce studio. Merci à nos deux chroniqueurs. Puis à Bétout. Et puis à Bétout. Et on a un beau navire, riche carène, allez